Là maintenant, pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, on vient du côté du Togo pour parler de l'examen périodique universel. Le Togo a été soumis à cet exercice en début de semaine, représenté à Genève par les deux porte-paroles du gouvernement, les ministres Christian Trimois des droits de l'homme et de la communication, professeur Ayewada. Et quelques jours après son passage à la 40e session de l'EPU, le Togo a reçu hier vendredi le rapport des recommandations formulées à son endroit par le groupe de travail de cet examen. Le Togo a reçu en tout 224 recommandations formulées par 89 pays au total. Et le Togo promet donc d'apporter des réponses à ces recommandations au plus tard le 4 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé donc le ministre Christian Trimois. On va revenir sur le fond de cet exercice. Pero Maoulé, c'est un examen périodique universel, si je ne m'abuse, c'est le troisième passage du Togo à cet examen. C'est un exercice important pour la promotion des droits de l'homme dans les États. Bon, c'est un exercice. Aujourd'hui, est-ce que c'est important? Oui, mais pas le plus important. Parce que malheureusement, on se rend compte qu'il y a des circonstances mondiales qui font que le gain qu'on aurait tiré de cet exercice-là, on ne le tire pas véritablement. Le Togo a été en 2011. On a senti une crainte dans le gouvernement togolais en allant en 2016. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu une routine. Si on nous demande même de repasser en 2024, il y a nos experts ministres qui iront là-bas et puis sans aucune grande difficulté, ils vont s'en tirer. Pour la petite histoire, je me rappelais encore en 2016, quand c'était un peu encore flou là, quand ils nous ont rencontrés à Genève, il y avait eu une crainte parce qu'on ne sait pas exactement si on avait une influence. Et même nous, même en partant, on pensait qu'on pouvait faire quelque chose là-bas. Et après, on a compris que c'est une rencontre entre États et avec les insuffisances que ça peut contenir. En réalité, c'est l'orgueil national qu'on devrait mettre en avant. C'est-à-dire que vous êtes un État et d'autres États vous disent oh, vous ne faites pas ceci qui est correct, vous ne faites pas ceci. La honte, là, c'est ça qu'on veut éviter et on essaie de faire les choses. C'est ça le gain qu'on aurait dû tirer. Mais aujourd'hui, avec le Togo qui a des ministres qui ont le verbe facile, qui maîtrisent la communauté internationale, et ils savent exactement quel mot placer pour apaiser les gens, alors que dans la réalité, ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas exactement ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire que, je reste avec vous, hein, que ce genre d'exercice est un peu la politique de l'Autriche? C'est en train de devenir cet exercice-là. Mais quand même, ce qu'il y a de bon dans cet exercice-là, et qui montre, contrairement à ce que disent beaucoup de gens contre la société civile, qui montre que la société civile est en train de véritablement faire un travail, c'est que le nombre d'États qui ont réagi au dossier togolais ont augmenté. C'est quand même 89 États qui ont écrit. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit 3 États qui ont l'obligation de se plancher sur votre dossier. Mais les autres, rien ne les oblige. Mais si 86 États, 89. en plus des 3, si 86 ont jugé utile de se prononcer sur la situation du Togo, je pense quand même que les gens sont intéressés par la situation. Et ça veut dire que la société civile est très active et qu'elle arrive à communiquer avec ces États-là pour que les choses aillent mieux. Bon, maintenant, est-ce que, en réalité, avec le fait qu'on vous donne la latitude, quand vous êtes État, d'accepter ou de noter, est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il y a un gain réel? On va revenir dans le fond sur ça. Godwin Etche, on ne peut pas dire non plus que c'est un exercice inutile. Sur la forme, je crois que c'est un peu comme l'a décrit M. Maoulé. C'est le seul scénario qui était envisageable. C'est-à-dire que c'est un phénomène ou bien c'est un processus qui est hautement diplomatique, l'examen périodique universel. Donc, moi, je ne suis pas déçu de ce qui s'est passé parce que même le paramétrage du processus veut que ça se passe ainsi. C'est une évaluation faite par les pairs. Donc, moi, je vois mal
un État ou l'ambassadeur d'un État à Genève, faire la morale à son homologue, ou bien à un ministre, à une délégation de l'État qui est en train d'être examinée. Donc, quelque part, c'est un processus qui doit se passer comme ça. Maintenant, ce n'est pas un exercice inutile, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut considérer. Le premier, c'est que ça amène l'État à accepter qu'il doit rendre compte de la façon dont il gère les droits de l'homme durant une certaine période. Donc, cette sensation de redevabilité est quelque chose qu'on peut prendre et qu'on peut, ou bien dont on peut se saisir pour contribuer à faire améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Le second, c'est que ça permet d'amener ou bien de jeter les projecteurs sur la situation dans le pays. La société civile fait un travail très important dans ce processus parce qu'il permet, avant d'aller à Genève, de toucher les différentes ambassades, de toucher les différentes délégations pour leur dire voici les préoccupations majeures sur les droits de l'homme dans notre pays. Et effectivement, le troisième élément qui me permet de dire que ce n'est pas un exercice inutile, c'est qu'il y a des recommandations qui sont formulées. C'est vrai que le Togo a 3 mois pour noter, c'est-à-dire dire que pour certaines recommandations que je n'ai pas acceptées à Genève, je ne suis pas prêt pour les mettre en œuvre. Mais généralement, la majorité des recommandations formulées sont des recommandations qui sont acceptées. Ça veut dire que l'État va encore une fois prendre des engagements internationaux pour dire je vais améliorer les prisons, je vais améliorer l'espace public, etc. Donc, c'est une façon d'amener l'État à se lier. Et pour les autres parties prenantes que nous sommes, c'est donc une opportunité pour donc dire à l'État, tu as pris, sinon vous avez pris des engagements, vous êtes amené ou bien vous êtes tenu de les respecter. Donc, un exercice comme ça n'est pas forcément inutile. Il y a, et je pense que Godwin Etchel évoquait, la société civile qui joue un rôle très important, notamment dans le rapport alternatif. Bon, j'ai envie de savoir aussi, au niveau des pairs, des États, qu'est-ce qui fait foi? C'est la situation que dresse l'État ou c'est les rapports alternatifs que vous présentez? Je voudrais, avant de répondre, rappeler que nullement dans mon esprit, il n'est question de dire que c'est un exercice inutile. Mais je dis simplement que le gain qu'on aurait aimé avoir, on ne l'a plus vraiment. Je parle en considérant comment la délégation était en 2016 avec cette aisance qu'elle avait en 2022. C'est juste ça que je voulais relever. Sinon, c'est un exercice qui est utile parce que, comme le dit Godwin, au moins ça permet à l'État de savoir qu'on le regarde. Et je profite. En réalité, on ne va pas dire que les États croient plus en ce que la société civile dit qu'en ce que l'État dit. Mais tout le monde sait que, par exemple, si le Bénin fait des reproches au Togo, fait des recommandations au Togo, mais le Bénin sait que le tour viendra pour le Togo de faire des recommandations pour le Bénin. Donc, tout le monde essaie de partir quand même des éléments qu'on peut vérifier. Et donc, quand le Togo, quand la société civile envoie son rapport, on ne prend pas ça comme parole d'évangile, non. Il y a des choses qu'on constate, il y a des vérifications, parce qu'il y a des ambassadeurs de ces pays-là également dans nos pays, il y a les services de renseignement qui ont des informations, et il y a tout ce qu'on publie dans les pays qui font. C'est pour ça que, par exemple, vous verrez quand même quand le gouvernement répond, vous verrez sur le visage de certaines délégations des petits sourires qui montrent qu'on sait qu'en réalité, vous n'êtes pas forcément en train de dire la vérité, mais en gentleman, on accepte que vous puissiez le dire comme ça, parce qu'on ne veut pas que vous perdiez la face devant les autres. Je me rappelle encore quand, je crois que ça devait être la Mozambique, qui est arrivé avec son vice-président à l'époque, en 2016. Il y avait tellement de choses à leur reprocher, mais c'était quand même le vice-président lui-même qui est arrivé. Donc on concédait, on touchait avec des pincettes, on ne voulait pas le brusquer, mais n'empêche qu'on disait quand même les choses. Et donc c'est pour ça que on ne va pas dire que forcément c'est un mauvais exercice, mais on gagnerait peut-être à la suite de ça, à voir un peu comment les relations peuvent se jouer après avec ces États-là. Sauf que la réalité géographique et politique
va faire que, même si on sait que vous êtes un État voyou, s'il y a un intérêt financier à tirer, on préfère oublier cet État voyou et tirer quand même l'intérêt financier. Alors, le Togo n'a pas envoyé quand même des enfants de cœur, ces deux ministres qui ont la rhétorique très facile et qui ont su répondre valablement à toutes les questions. Mais moi, j'ai aussi fait un peu attention à la réaction ici sur certaines questions d'une association, par exemple, comme l'As Vito, qui a critiqué le tableau, entre guillemets, amélioré, présenté par le Togo. Est-ce que du côté, par exemple, de vous, CDFDH, vous pensez... La communication gouvernementale, c'est ça. On ne va pas aller salir le visage du Togo. Mais vous pensez que les deux représentants du Togo ont été un peu trop à l'aise avec la vérité? Non, je crois que ça, cette impression, certainement, dans la, je ne vais pas dire dans la quasi-totalité des organisations de défense des droits de l'homme, mais il faut un acteur qui a une lecture assez précise de la situation dans notre pays. Effectivement, je crois qu'il y a des raisons d'être insatisfaits. Ils sont dans leur rôle, les ministres. Ils sont censés peindre la chose, montrer que c'est beau. Mais la vérité, c'est que la situation est plus critique. Vous savez, quand on parle, par exemple, des libertés de manifestation, liberté d'expression, pour quelqu'un qui est au Togo, vous savez qu'il y a de véritables enjeux. Il y a des enjeux sur cette loi-là, même si la loi sur la manifestation a fait l'objet d'une récente révision dans le cadre SNAP qui a été conduit par le ministère de l'administration territoriale. On sait que cette révision qui a été faite avec les acteurs politiques ne prend pas un certain nombre de points importants en compte, ne prend pas en compte un certain nombre de points importants, et elle n'est pas, la nouvelle version n'est pas trop loin de la version qui a été décriée il y a de cela 2 ans. Donc il y a des réalités. Maintenant, effectivement, les ministres présente la chose de telle sorte que on montre que la situation est sous contrôle. Oui. Le défenseur des droits de l'homme que je suis, qui a travaillé sur l'espace civique, qui a vu comment la liberté d'expression, la liberté de presse est menacée, qui a vu comment les conditions de détention sont compliquées, etc., ne peut que rester dans l'insatisfaction et réaliser que oui, ça veut dire qu'on a du travail, on doit continuer par insister sur le fait que la situation des droits de l'homme au Togo n'est pas en train de s'avancer. Même question, Spero Maoulé, vous êtes resté un peu sur votre soif quand vous avez suivi les deux représentants répondre à un certain nombre d'interpellations des États? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il n'y avait rien de surprenant dans leur comportement. Je connais déjà le ministre Christian Trimois. Je sais un peu exactement comment il va fonctionner là-bas. Et donc, rien ne m'a étonné dans ce qu'il a dit. Je connais le professeur Ayiwada, je connais son verbe, je connais sa façon de démontrer. Donc, je sais que c'était comme ça. Et donc, ce n'était pas là le problème. Mais nos documents sont quand même dans les États. Oui. Et n'empêche, malgré tout ce qu'ils ont dit, les recommandations ont été quand même faites. Donc, ça voudrait dire quand même que eux-mêmes, quand je dis eux-mêmes, les États, ils savent la limite de cet exercice-là. Et donc, peu importe ce que vous venez de... En réalité, on ne peut pas braquer les États en leur disant non, vous êtes en train de mentir. Ce serait vraiment faire insulte à ces États-là. Donc, tout est passé. C'est bon. Maintenant, au fond, et c'est là où je dis que notre État doit grandir. Au fond, en revenant, il faut qu'on puisse s'asseoir et dire bon, les gars, ça là, on nous reproche ça depuis 3 cycles. Il faut qu'on change ça quand même. Ça là, on nous a déjà dit ça la dernière fois, il faut qu'on change quand même. Donc c'est un travail qui doit se faire à l'interne. Pour que quand le 4e cycle sera là, on ne nous reproche pas les mêmes choses. D'ailleurs, je vais vous citer ces propos de Christian Trimois. Il dit pour nous permettre de pouvoir faire une large concertation avec les principaux acteurs concernés par la promotion et la protection des droits de l'homme au Togo, la délégation fait l'option d'examiner les recommandations une fois arrivé à Lomé. Donc, certainement, vous serez associé à cet exercice. Ça a été toujours la phrase. Ça a été toujours la phrase. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Bon, mon souci, c'est que en réalité, vous voyez, le Togo est un pays extraordinaire. On présente même ce qui est faux avec une certaine légalité qui rend cette fausseté-là une vérité. Et donc, du coup, ça laisse la communauté internationale
un peu coincé dans ses réactions. Et on vous dira par exemple, oui, mais il y a ci, mais on a déjà fait ça. Mais ce qu'ils disent avoir fait là, en réalité, quand vous rentrez dans les détails, ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est rien de bon. On dit, mais il y a un problème avec la liberté d'expression. On dit, oui, mais la dernière fois, nous avons changé quand même. Nous avons compris. Et nous avons changé. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé? Rien de vraiment consistentiel. Donc, ça voudrait dire simplement que le Togo sait manier la communauté internationale sur des bases assez intellectuelles. Est-ce qu'en même temps, c'est pas vous, la société civile, qui n'êtes pas aussi trop, j'ai envie de dire, trop puissant pour faire envoyer ces rapports qui dépeignent réellement la situation pour C'est ce que je disais tout à l'heure. Les États savent. Les États savent que... C'est l'hypocrisie diplomatique qui joue à nouveau. C'est tout. Et ensuite, l'hypocrisie, certes, mais l'impuissance face à la souveraineté nationale. Oui. Parce que tout ce que... Je me rappelle, quand on était à Genève pour le comité contre la torture, lorsque le même ministre des droits de l'homme a fini de parler, et que moi j'ai eu la chance de croiser un des experts, quand on a discuté, on a senti qu'ils savent ce qu'il y a. Et lui-même, il a dit dans la salle que nous poussons nos enquêtes, nous avons les éléments que nous avons et nous comprenons. Et ils ont insisté. C'est là même où ils ont dit, oui, mais ça m'a étonné. Ils ont dit, mais sur les membres que vous avez à la CNDH, il y a telle personne qui est proche du gouvernement, il y a telle personne. C'est eux qui l'ont dit, sur la base de ce qu'on avait écrit. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout le monde sait ce qui se passe, mais sauf que la politesse diplomatique voudrait qu'on fasse semblant de vous croire, mais on vous envoie quand même les documents pour que vous-même en interne, vous corrigez. Mais il faut quand même apprécier, et ça, c'est l'honnêteté intellectuelle qui demande que c'est vrai quand même qu'il y a que des petites choses qui ont été quand même faites. Ça, on ne va pas dire que le Togo n'a rien fait. Le Togo a fait des choses. Ça, on se tue à le dire tout le temps. Le Togo a fait des choses, mais il y a mieux à faire. Il y a beaucoup plus à faire. Et ça, on ne peut pas se baser sur les petites choses qu'on avait à faire pour ne plus chercher à avancer. Et il faut avancer et c'est vraiment important. Quels sont les points pour vous qui ont été, par exemple, une déception, j'ai envie de dire? Ça, je ne reste pas forcément dans le cadre de l'examen, mais en matière de droits de l'homme aujourd'hui, au niveau du Togo. Oui, je crois que, de façon générale, quand vous prenez les droits civils et politiques, quand vous prenez ce qu'on appelle l'espace civique, c'est un terme qu'on utilise pour parler de la liberté de manifestation, de la liberté d'expression, de la liberté d'association. Vous voyez que ces trois libertés-là, aujourd'hui, sont en train de reculer. La première, j'avais déjà parlé de la loi, mais aussi du fait qu'aujourd'hui, le coronavirus sert d'excuse pour interdire presque systématiquement toute tentative de manifestation, de réunion. Mais il y a aussi la question de la liberté d'expression. Aujourd'hui, prenez seulement la vague d'arrestations de journalistes, d'activistes en décembre. Et il y a aussi la question de la liberté d'association, où on n'a pas une très grande lisibilité sur le processus de révision ou bien d'élaboration du nouveau test qui est censé régir le fonctionnement des associations. Ou au-delà même de ce test, il y a aussi la dynamique du gouvernement. Il y a eu un décret qui a été annoncé au cours d'un récent Conseil des ministres où on dit que l'intention du gouvernement, ou bien la vocation de ce décret qui est annoncé, serait d'amener ou bien d'aligner les organisations ou bien les ONG sur la vision du gouvernement. Quelque part, quand vous voyez ce qui s'annonce, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas suffisamment d'informations, on n'a pas fait de commentaires, mais quand vous prenez ces questions-là et vous voyez qu'on voudrait aligner les ONG sur la façon de voir du gouvernement, ça pose problème. Mais au-delà de ça, personnellement, l'une des choses qui me frappe actuellement, c'est la façon dont les desks, les droits économiques, sociaux et culturels sont en train de dégringoler. Aujourd'hui, quand vous prenez 2010, 2020 et 2021, avec la question de la vie chère, où tout est devenu cher, où le carburant coûte cher, où les vivres coûtent cher, où il y a eu de nouveaux frais au niveau des péages, etc., on se demande, mais comment vont faire les Togolais pour vivre?
Et les droits de l'homme, ce n'est pas seulement les prisons. Oui. C'est aussi la capacité pour les gens de vivre dignement, de manger, de travailler, de se loger. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, vous n'avez pas besoin d'être en train de travailler dans une organisation de défense des droits de l'homme pour réaliser que la situation des droits de l'homme est en train de se compliquer davantage. Mais au-delà, ce qui fait surtout l'objet d'inquiétude à mon niveau, je crois que M. Spero a partagé un peu ce sentiment, c'est cette facilité aujourd'hui pour notre État d'assumer certains dérapages au plan international. L'État togolais a été toujours ou bien souvent présenté comme un État qui est très regardant de l'image qu'il dégage ou qu'il présente à l'international. Et c'est pour ça que nous, on a toujours salué le fait que au cours de ces différents examens, le Togo fait l'effort de rendre ses rapports, de participer aux examens, contrairement à certains États qui disent, écoutez, ils n'envoient même pas de rapport. Mais ces derniers temps, on a eu l'impression qu'il y a une façon d'assumer les erreurs. Quand il y a eu cette modification de la loi sur les manifestations, les relances des différents rapporteurs n'ont pas impressionné le gouvernement. Et on trouve maintenant une façon d'expliquer aujourd'hui que voilà, l'État, son agenda, il y a eu tel problème. Donc, il y a une sorte de banalisation des injonctions, des différents mécanismes. Et ça, pour moi, ce n'est pas un bon signal. Donc voilà un peu, c'est un certain nombre d'éléments qui font qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est difficile de dormir tranquille. Spero Maoulé, vous avez des facteurs d'inquiétude? Mais quand Godwin a commencé par énumérer, j'ai eu peur, parce que je pensais qu'on allait passer toute l'émission à ça sans finir. Heureusement qu'il a pu avoir le génie de regrouper. Les droits de l'homme, c'est deux gros morceaux. Il y a les droits civils et économiques, les droits civils et politiques, et il y a les droits économiques, sociaux et culturels. Mais tout a des problèmes. Autant nous crions qu'il y a eu des avancées, autant nous crions que ces avancées sont en train de devenir maintenant des retours en arrière. Et avec une facilité de les défendre qui commence par inquiéter tout le monde. Mais il y a des problèmes qui étaient là, qui demeurent toujours là. Notamment l'impunité, notamment la violence contre les enfants, les sorciers, etc. Des problèmes qu'on décrète toujours. La situation de la femme, ça demeure toujours identique. La prison civile de Lomé, ça n'a jamais évolué. Aujourd'hui, nous pensons que on aurait pu améliorer un certain nombre de choses, notamment la liberté d'expression. Au moins ça. Vous voyez, mon problème, c'est que quand les gens, quand quelqu'un souffre, et que vous l'empêchez en plus de dire qu'il souffre, mais c'est plus que la personne. Qu'est-ce qui lui reste en réalité? Vous me tapez, vous m'empêchez de pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la fin? Donc c'est ces éléments-là, surtout quand nous mettons dans la balance, excusez-moi, quand vous mettez dans la balance le fait que les misères des populations sont des terreaux fertiles au terrorisme. Au terrorisme avec les histoires de Al-Qaïda et machin, mais je pense qu'on a intérêt réellement à revoir la copie. Ce n'est, et ça je l'ai toujours répété, je le répéterai toujours, ce n'est pas un plaisir pour les défenseurs des droits de l'homme de dire que le pays va mal. Parce qu'on a l'impression que nous le disons avec joie pour salir l'image. Non, moi je serais très heureux qu'on puisse en réalité dire que le Togo va bien, si le Togo va bien. Mais ne nous obligez pas à mentir si les choses ne vont pas bien. Il y a des moments où on a salué des avancées dans ce pays-là. Et je me rappelle même quand la loi Bodjona, à l'époque, était sortie, on avait dit, oui, c'est des avancées, mais on pourrait faire mieux. Aujourd'hui, ce qu'on a est pire que ces avancées-là. Et donc, je pense qu'il y a un problème. Et le gouvernement, et je me rappelle encore quand Mme Dogbé est arrivée, elle avait dit qu'on voulait faire les choses mieux et avec des résultats. Je pense que, oui, je pense que c'est l'occasion de voir autrement les questions des droits de l'homme au Togo. Il y a eu la pandémie partout. Ce n'est pas seulement au Togo. Nous rendons grâce à Dieu que même au Togo, ça n'a pas été aussi alarmant que dans les autres. Mais
permettez que les gens puissent s'exprimer. Les bonnes choses naissent souvent des critiques constructives. Maintenant, si j'ai peur de parler, parce que je me dis, quand j'aurai fini de parler, je risque de ne plus rentrer chez moi, mais il y a un problème dans le pays. Et donc, c'est en cela que nous disons que les droits de l'homme aujourd'hui, en ajoutant à tout ce que Godwin a dit et auquel je souscris complètement, les droits de l'homme ne vont pas bien aujourd'hui au Togo. La présentation a été bonne. On a dépeint une bonne image du Togo. Mais en réalité, les droits de l'homme posent problème aujourd'hui au Togo. Alors, on nous reproche à nous journalistes de ne chercher que là où ça va mal. J'ai l'impression qu'au niveau de la société civile, vous cherchez aussi là où ça ne va pas. Hein. C'est ce qu'il faut améliorer. Mais quand vous prenez aussi le gouvernement, par rapport à la situation des droits de l'homme, vous avez aussi en face un gouvernement qui s'est beaucoup préoccupé. Je reviens sur les droits économiques, sociaux et culturels. On a vu la survenance de la pandémie, tout ce que le gouvernement a déployé aussi pour le bien-être des plus démunis. Oui, non, naturellement. Ce ne sont pas des choses que vous relevez en termes d'amélioration. Oui, nous ne sommes pas dans la posture de tout peindre en noir. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je le dis, je pense que pour l'autre intervenant aussi, que je connais très bien, il y a des cadres où nous asseyons avec les membres du gouvernement, où nous les félicitons pour les initiatives qui sont prises. Le fait que le Togo ait pris, par exemple, cette histoire de la pandémie au sérieux, c'est une bonne chose, parce qu'il ne l'aurait pas fait. Et si la situation avait dégénéré, on l'accuserait justement de ne pas avoir protégé les Togolais. Mais, naturellement, notre approche, c'est justement, tout en les encourageant, mais d'insister sur les choses qui, selon nous, constituent des préoccupations, qui, au pire, si on ne les traite pas, vont finir par devenir comme des gangrènes et qui vont saper tous les efforts qui ont été faits. Donc, comprenez un peu la posture qui amène, c'est vrai, en reconnaissant qu'il y a des efforts, mais en insistant sur certaines choses qui sont importantes. Prenons par exemple la question de l'impunité, qui elle-même fait, ou bien est une conséquence du manque d'indépendance de nos institutions à pouvoir faire leur travail. Et mettez ça ensemble avec la corruption. Donc, ça fait mal qu'avec toutes les ressources que l'État est capable d'engager, on puisse encore demander aux Togolais de pratiquer l'austérité. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a certaines choses, il faut crier dessus, c'est-à-dire il faut attirer l'attention dessus. Oui, moi j'entends bien ça, mais c'est aussi un État qui a mis en place une institution appelée la APLUSIA qui aujourd'hui oblige les autorités à déclarer leurs biens. Oui, le problème... Et c'est déjà fait. Ça a commencé, Madame le médiateur de la République a déclaré ses biens et donc la porte est ouverte aux autres. Ouais, le problème de la APUCIA, comme vous l'avez dit, c'est que c'est une institution qui s'évertue beaucoup à faire de la sensibilisation et qui effectivement a une ligne verte qui est censée permettre aux citoyens de dénoncer les cas de corruption. Mais après ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que, ok, l'information est documentée, mais on attend que justement l'institution judiciaire ou bien le procureur de la République décide de l'opportunité de poursuivre l'affaire et puis la APUCIA ne fait plus rien. Et ça, moi je dis que ce n'est pas le problème seulement de la APUCIA. Il y a un problème de manque d'indépendance de nos institutions. Ces institutions n'arrivent pas à affirmer leur autorité, leur autonomie vis-à-vis de l'exécutif. Et ça affecte pratiquement tous les secteurs. C'est difficile aujourd'hui, vous voyez dans certains États, qu'un juge peut se mettre ou bien se permettre même de condamner des autorités, des ministres, de les poursuivre. Mais qui peut se donner le courage de faire ça dans notre pays? Donc, ce problème de manque d'indépendance d'institutions, si ce n'est pas réglé, malheureusement, les institutions auront de bons tests, des lois organiques qui prévoient de très bonnes choses, mais on ne verra rien. Si vous prenez la APUCIA où ils ont un mandat très court, c'est les membres de ces institutions qui à peine commencent leur travail, ils se retrouvent donc en train de penser soit à est-ce que je serai renouvelé, est-ce que c'est la fin de mon mandat, il n'a pas suffisamment de temps pour prendre connaissance d'un dossier et le défendre jusqu'au bout. Donc quelque part, le monsieur pense à lui-même comment faire pour peut-être avoir un prochain mandat, plutôt que de se battre bec et ongle pour défendre un dossier. Donc c'est un problème général qu'il faut régler, sinon voilà, on sera toujours dans le statu quo. Oui, j'allais dire, si c'est bien, on l'a dit, mais si vous faites le dire suffisamment, c'est sur ça, moi je... Oui, mais on insiste suffisamment là-dessus.
Mais on insiste suffisamment. D'ailleurs, je vais te donner deux clichés. Lorsque la pandémie est arrivée, il y a eu plein de mesures qui ont été prises. Mais dans la mise en œuvre, il y a eu plein de bavures également. Il y a eu des décès qui ont été liés aux premières mesures. Mais on ne va pas dire simplement qu'il y a eu de bonnes mesures et se taire sur le fait que les gens aient perdu la vie dedans. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, mais ce n'est jamais allé au bout. Mais on ne va pas se taire là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit justement. Vous voyez, quand vous prenez par exemple l'indépendance on crie qu'il faut l'indépendance des institutions. Oui, mais il y a également l'intérêt public, l'intérêt du pays qui fait que parfois, sans s'ingérer concrètement dans les affaires, le chef d'État ou le Premier ministre a le droit de rappeler les institutions à leurs devoirs. Voilà un journaliste qui dit qu'on a volé de l'argent du pays. Et on ouvre une enquête, l'affaire va tant bien que mal. Il y a une commission qui est mise sur place, qui fait une sortie. On dit non, ce n'est pas la bonne sortie. Et puis après, on n'a plus d'informations jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il faut se taire sur ces choses-là pour ne dire que, ah oui, mais la dernière fois, on a changé les tests de la CNDH, c'est une bonne chose. La dernière fois, on a fait ceci, c'est une bonne chose. Et puis, on se tait. Est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on serait crédible et est-ce que le pouvoir aurait gagné en réalité parce qu'il n'y a pas de contradiction? Je ne crois pas. L'idéal, c'est que quand nous en parlons, vous voyez, quand par exemple, je prends le centre qui fait un rapport, qui dit, bon voilà, il y a tel problème, et qu'on soumet ça au gouvernement, si le gouvernement prend ce problème-là à bras le corps et trouve une solution, le centre ne peut pas écrire un rapport sans montrer dedans que quand le problème a été posé, le gouvernement a trouvé une solution. Quand le problème sur les manifestations s'est posé, et que les organisations de la société civile ont commencé par crier. Si on avait changé effectivement les tests, mais dans nos rapports, on mettrait que dès que le gouvernement a été saisi, le gouvernement a fait telle démarche, et que nous saluons. Voilà ce qu'on veut. On ne dénonce pas pour le simple plaisir de dénoncer. On dénonce pour le besoin d'avoir une correction pour que tout le monde soit à l'aise. Et quand on dit, par exemple, il ne faut pas faire de la mutilation génitale. Moi, je ne suis pas une femme. Donc, je ne le dis pas pour moi, mais je le dis pour toutes les femmes du Togo. Et donc, ça va dans l'intérêt aussi bien de moi et de ma famille, mais également de l'intérêt du ministre, du président de la République et de tout le monde. Et donc, il faudrait que, et ça aussi, malheureusement, on subit ça régulièrement, il faudrait qu'on cesse de nous regarder au niveau de la société civile comme des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des compatriotes qui avons des yeux là où peut-être le pouvoir n'a pas des yeux pour voir des choses et rapporter au gouvernement pour dire changez. Si vous changez, nous disons quand nous avons fait, ils ont changé. Il y a des situations dans ce pays où, quand par exemple, lors d'une élection présidentielle au Togo, il y a eu dans des bureaux de vote des incidents. Nous sommes allés, nous avons demandé au pouvoir d'envoyer, aux forces de venir régler. Elles sont venues régler. Mais quand on a fait les interventions et quand on a fait le rapport, on a mentionné qu'il y a eu une collaboration franche et fructueuse avec les forces. Qu'est-ce qu'on nous veut de plus? Donc, mais si ça ne va pas, on va le dire. Est-ce que, oui, justement, mais est-ce que dans le fond, en tant qu'acteur de la société civile, quand vous analysez la situation des droits de l'homme, est-ce que vous prenez suffisamment aussi en compte un certain nombre de pesanteurs qui peuvent amener les pouvoirs publics parfois à faire des choses dans un sens ou dans l'autre? Oui, je pense que ça, c'est évident. C'est évident. Par exemple, je te donne un exemple. Restreindre un certain nombre de libertés en raison de situations sécuritaires que connaît le pays, par exemple. Oui, c'est évident. Et comme je le dis, comparaison n'est pas raison. Mais vous allez voir que dans certains pays, il y a pire. Donc ça, il faut le reconnaître. Maintenant, quand vous prenez l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire, par exemple, à cause de la menace terroriste, par exemple, on puisse restreindre un certain nombre de manifestations. C'est des hypothèses qui ont été déjà analysées, vous voyez, par les différents instruments, les différents mécanismes au niveau des Nations Unies, au niveau même
de la Commission africaine, par les rapporteurs spéciaux au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, même au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est des hypothèses qui ont été déjà analysées. Et donc, là, les circonstances dans lesquelles l'État peut prendre quelles mesures existent déjà. Si vous prenez, je reviens sur la question du test de la loi Bodiuna qui avait été modifiée en 2019, quand vous analysez la correspondance qui a été adressée aux autorités togolaises par les 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ils ont clairement dit, oui, aujourd'hui, dans un contexte sous-régional, mondial d'abord, régional et sous-régional, dominé par la menace terroriste, on comprend que vous vous sentez dans l'obligation de prendre un certain nombre de mesures. Mais nous voulons vous rappeler que même dans ces conditions, même dans ces contextes, les libertés, pour que des restrictions soient effectuées sur ces libertés, il y a un certain nombre de conditions. Déjà, on ne peut pas faire une restriction de façon absolue. C'est-à-dire qu'actuellement, vous ne pouvez même pas manifester parce qu'on dit qu'il y a Covid. Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut respecter lorsqu'on prend ou bien on fait des restrictions sur les libertés. Et c'est ça que nous dénonçons. Sinon, nous ne dénonçons pas le fait que le gouvernement soit obligé de répondre à plusieurs besoins au même moment. Mais c'est l'excès, c'est l'abus et c'est le manque de considération pour un certain nombre de valeurs intrinsèques des droits de l'homme. C'est ça qui fait objet de notre attention. Oui, je voudrais donner une autre illustration. Lorsque il s'est agi de parler de l'impunité, et on avait dit, oui, mais on ne peut pas laisser les gens continuer avant. Il faut punir les gens. Et à ce moment-là, on nous a rappelé que oui, mais les gens dont vous parlez là, qui sont censés être les auteurs, ces gens-là, ils sont toujours à des postes de commandement. Si on fait ceci, ça risque d'embraser le pays. Au nom de la paix, il vaut mieux taire un certain nombre de sanctions, etc. Nous avons dit oui, mais au moins, ne faites plus la promotion de ces gens-là. Mais si vous continuez pas à faire la promotion de ces gens, il y a un problème. Vous voyez, par exemple, il y a des noms qui ont été cités. On a dit ces gens-là ont maltraité la population. Au moins, vous ne pouvez pas les mettre en prison. On est d'accord, dans l'intérêt de la paix. Mais quand après vous mettez cette personne-là comme préfet, mais la population à laquelle vous envoyez cette personne-là, elle se sent frustrée parce que vous êtes en train de terroriser cette population. Plus tard, on dit que quelqu'un a volé, ou en tout cas il y a un soupçon qu'on a volé. On n'ouvre pas d'enquête, on ne cherche pas vraiment à faire la lumière là-dessus, et on apprend que cette personne est promue. Il y a un problème. Les droits de l'homme ont prévu, par exemple, un système qu'on appelle le vetting. Ou au moins, si vous ne pouvez pas mettre la personne en prison, au moins ne faites pas la promotion de cette personne-là. Petit à petit, faites disparaître cette personne, et l'affaire est réglée. Mais si vous montrez encore ostensiblement à la population que cette personne-là demeure toujours dans vos estimes, je pense qu'il y a un problème. Okay? Donc, en réalité, tout ce que nous, on veut, c'est un Togo qui soit assez ouvert pour tout le monde, où chacun se sente à l'aise, tant bien pour s'exprimer, pour être dans une association, pour vivre sa vie de citoyen, que pour manger chez lui à sa faim, recevoir une bonne éducation et être en paix. Et ensuite, savoir que quand vous faites quelque chose qui est contre la loi, il y a des règles qui vont vous coincer. Qu'il n'y ait pas de super-hommes dans notre pays, des gens qui sont protégés à 100%, eux, quelque chose qu'ils font, on ne les touchera pas. Et le pauvre qui va faire quelque chose, lui, par contre, on va le sanctionner à outrance, dépassant même parfois. Il y a des arrêts. Il y a l'arrêt d'Amena, où la dame a volé par nécessité. On l'a libérée en se disant, oui, c'est parce qu'elle avait vraiment faim, on l'a libérée. Il y a des circonstances pareilles qu'on comprend. Mais si toutes les fois, on doit libérer les grands et punir les petits, vous comprenez qu'il y a un problème. Je voudrais aussi peut-être dire un mot sur le nom même de recommandation 224 pour le Togo. Pour certains, c'est parce que quand il y a des recommandations, c'est parce que les États jugent qu'il faut améliorer ce domaine. Mais vous savez que le gouvernement fait aussi ce qu'il appelle la pédagogie gouvernementale en citant par exemple l'exemple des États-Unis en 2020. 347 recommandations pour les États-Unis, comme pour dire le Togo n'est pas le plus mauvais élève de la basse-cour. Oui, absolument. Je pense que ça, il faut quand même reconnaître que le Togo n'est pas... c'est vrai que je n'aime pas faire les comparaisons, mais il y a pire que le Togo. Il y a pire que le Togo. Je me rappelle quand, en 2019, on était à l'examen du Togo devant le comité contre la torture. Lorsque la session était terminée, je me rappelle qu'on a passé du temps à prendre des photos ensemble avec le ministre, l'ambassadeur Johnson, etc.
pour certaines organisations de la société civile qui viennent à Genève, mais ils ne veulent même pas qu'on sache que ce sont eux qui sont venus dire qu'il y a tel ou tel problème dans le pays. Donc, c'est dire que oui, nous ne sommes pas dans la pire des situations, mais le fait qu'on cherche toujours à se comparer aux autres, ou du moins à dire que X ou Y ne fait pas bien, n'est pas forcément la meilleure des postures. Parce que nous avons nos réalités. Pourquoi tous les Togolais cherchent à aller aux États-Unis si les États-Unis étaient pires? Pourquoi tout le monde cherche à faire l'autorisation visa? Ça veut dire que nous avons nos réalités, nous avons nos problèmes. Et nous avons les moyens en réalité de régler nos problèmes. Donc on ne peut pas comprendre que nous ayons cette capacité-là de régler certains problèmes, mais qu'on n'y arrive pas. C'est ça qu'il faut dénoncer. Donc voilà, la comparaison n'est pas raison, mais oui, on n'est pas les derniers, on en est conscient, mais l'objectif, ce n'est pas de se comparer aux derniers, c'est de se comparer vraiment aux meilleurs. Et un petit commentaire sur les recommandations. Oui. Ça ne veut pas forcément dire parce qu'il y aura l'adoption finale, donc les recommandations acceptées sont les recommandations qu'on va utiliser. Mais le fait qu'il y a eu plusieurs, bien il y a eu beaucoup de, il y a eu 224, contrairement aux examens passés, c'est aussi certainement parce que les organisations de la société civile ont fait beaucoup de travail auprès des différents États pour attirer leur attention sur les enjeux liés aux droits de l'homme. C'est ça qui les amène effectivement à vouloir faire des recommandations pour améliorer les conditions dans le pays. Alors forcément, parmi ces recommandations, il y en aura qui seront notées, bien évidemment. Par exemple, il y a une qui sera forcément notée et donc dont les populations sont très en phase avec les autorités, c'est celle sur l'homosexualité. Oui, disons que ça c'est clair. Et le gouvernement ne cache pas ça. Le gouvernement, par les exercices passés, avait dit clairement que ça, par contre, ce n'est pas dans la culture du Togo, donc il n'est pas question d'accepter, c'est noté. Ça, voilà un point sur lequel on va féliciter le gouvernement. Oui. Même si, au fond, on sait que dans la réalité, ça existe, et que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous dirons il ne faut pas discriminer ces personnes-là parce que c'est leur choix. Il appartient à l'État de les sanctionner et non à nous de sanctionner ces gens-là. N'empêche que quand même ça, nous sommes d'accord avec l'État. Mais je profite pour dire quand même que quand vous dites qu'il y a 300 et quelques aux États-Unis, mais quand vous prenez en termes de superficie et en termes de multiplicité des ethnies, des couleurs, etc., aux États-Unis, vous comprenez que la comparaison ne passe pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur les mêmes thématiques qu'il y a des problèmes. Et enfin, sur les 224, je pense que si on regarde bien, on peut avoir au moins 180 que le Togo peut faire aisément sans aucun problème. Et faire, ne pas toucher, mais faire réellement, le Togo peut. Mais pourquoi nous faisons économie de ça? Pourquoi le Togo ne veut pas faire ça? Non pas pour plaire à la communauté internationale, mais pour soulager la population togolaise. Pour dire à peuple togolais, je sais que vous avez ces problèmes-là, corrigeons ça ensemble. Mais c'est tout ce que nous, on attend. D'accord. Alors, ma dernière question, et vous y répondrez simplement par oui ou par non. Pour vous, Godwin Etche, c'est mention assez bien pour le Togo, à l'EPU? Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je pense que la prestation a été une bonne prestation. Maintenant, pour nous qui travaillons sur les questions, nous savons qu'il y a du travail. Qu'est-ce que nous notons? Globalement. On ne peut pas noter globalement. L'examen et les droits de l'homme au Togo. Les droits de l'homme au Togo, aujourd'hui, ce n'est pas assez bien. Les droits de l'homme aujourd'hui, si on doit donner une note, c'est insuffisant. Insuffisant, ça doit être dans les 8 ou les 7, machin. Sur 20. Sur 20. Oui. Alors qu'en temps, on avait quand même tendu jusqu'à moyen. On est arrivé on a dépassé passable à un moment donné. Puis on a dégringolé complètement et aujourd'hui on est à 7 ou à 8. Donc si c'est cette mention-là, 7 ou 8. Sur la prestation, sur la prestance de nos ministres, il n'y a rien à reprocher. C'est des enseignants. C'est des enseignants et puis en plus, qui ont le beau verbe. Donc il n'y a aucun problème. Si c'est ça, ce n'est pas assez bien. Il faut dire très bien. Mais est-ce qu'ils ont fait une bonne chose? Est-ce qu'ils ont fait œuvre utile pour le Togo? Je ne pense pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire c'est bon, alors qu'au fond, on sait que c'est mauvais. Spero Maouli, merci beaucoup d'être passé répondre à nos questions.
président donc, du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Godwin Etche, merci à vous aussi, directeur exécutif du CDFDA.